Investir dans la robotique mobile nécessite de s'assurer que le schéma que l'on prévoit aujourd'hui sera évolutif avec son organisation, que ces outils pourront se coordonner entre eux, tout en assurant bien sûr son retour sur investissement. Alors attention, on va en parler avec nos experts. On a la chance de recevoir Denis Baron, qui est Robotic Sales Manager chez Omron, avec Williams Führer, qui est ingénieur application pour l'équipe Ouest chez Omron. C'est ça. Mais merci en tout cas d'être avec nous. On peut les appeler très fort. Ça fait toujours plaisir, les applaudissements en début d'après-midi, ça réveille aussi. Et donc, nous allons faire un tonnerre d'applaudissements à Serge Pitois, qui est donc responsable de produit chez FBT. Bon, mais visiblement, j'ai de la voix. On va se donner un temps de questions-réponses à la fin de nos échanges. On va pas se mentir, on va se donner environ entre 30 et 40 minutes sur cette table ronde. C'est ce qui a été convenu donc, avec nos invités. On va s'appuyer sur vos expertises pour comprendre comment un pilotage agile permet de gérer un ou plusieurs robots mobiles avec sérénité. Alors, Omron, vous êtes fabricant de briques mobiles, vous n'êtes donc pas intégrateur. La casquette d'intégrateur, c'est MG Tech. Donc, on va commencer avec vous, Omron. Quelques mots tout d'abord sur la société, Denis. Oui, bonjour à tous et merci à Proxinov pour l'invitation. Ce matin, il y a Olivier, notre responsable marketing, qui a fait la présentation d'Omron. Donc, en deux mots, Omron, société japonaise, donc un milieu international, qui a été créé depuis quelques années. On a aujourd'hui un attractif de 200 000 références. On ne fait pas que de l'industriel, on va parler que de l'industriel aujourd'hui. Et on a fait la croissance externe et la croissance interne. Donc, on va parler de la croissance externe parce qu'on a racheté une entreprise qui s'appelait Adept, qui faisait de la robotique. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure parce qu'on a des chiffres ce matin. Et on est parlé déjà d'Omron, donc voilà un petit peu l'évolution. Donc aujourd'hui on s'adresse de plus en plus aux prescripteurs, au-delà avec la robotique, au-delà de nos clients qu'on avait en termes de contrôle de machine connus sur la partie produit Omron. Donc aujourd'hui, pourquoi Eh bien effectivement, à quoi sert la robotique mobile et à qui s'adresse-t-elle? C'est ma première question après la présentation d'Omron. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est arrivé à la robotique mobile chez Omron à travers Adept. De plus en plus aujourd'hui, les industriels qui sont présents en partie ici ont de plus en plus d'exigences en termes de flexibilité. On en a parlé beaucoup ce matin, donc il va y avoir beaucoup de redites. Vincent, oui, mais c'est important de refaire passer les messages plusieurs fois dans la journée. Voilà. On en parle, j'ai écouté ce matin attentivement des intervenants. Effectivement, il y a beaucoup de redites dans nos scores. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on est cohérent. Les entreprises cherchent de plus en plus d'agilité par rapport à leurs demandes et faire de la relocalisation, donc c'est de plus en plus d'actualité par rapport à des événements d'aujourd'hui, donc relocaliser ces productions et faire de la série. De plus en plus on veut avoir une voiture avec des rétroviseurs bleus, verts, rouges, etc. Donc pour la DS3, il y a je ne sais pas combien de références. Donc il y a cette demande de flexibilité et cette demande de petites séries avec des délais de plus en plus courts, même si aujourd'hui passons pour les délais. Et donc, du coup, il y a cette demande et Omron a cette expertise à travers nos produits. On a fait de la communication homme-machine un acteur très important en termes de communication auprès des industriels. Et maintenant, donc, arrive cette robotique pour améliorer cette flexibilité et cette demande. Et on rappelle que l'humain doit être au centre justement du fonctionnement de l'entreprise. Et cette robotique mobile doit rester collaborative. Alors ça c'est très important effectivement. D'ailleurs on voit bien sur la vidéo qui déroule, c'est que pour nous l'usine flexible c'est pas uniquement une usine avec des lumières éteintes et de la robotique. Non, c'est l'humain. Alors encore une fois ce matin on l'a dit, c'est d'amener l'humain au centre de l'usine et de la production, amener des valeurs ajoutées à l'opérateur. Mais il n'empêche que quand on voit à travers cette vidéo qui est une vidéo effectivement virtuelle, mais on y arrive de plus en plus avec l'usine flexible, l'usine 4.0, on peut donner un petit peu ce qu'on veut, c'est d'avoir l'humain qui va conduire la machine et qui va servir, je veux dire, plus à conduire sa machine plutôt qu'à pousser des chariots ou assembler des pièces. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo est assez intéressante par rapport à ça. Et garder l'humain au centre de la machine. Alors, et comme l'a très bien dit Arnaud Gaborio de chez Wesco, effectivement, ça permet aussi d'avoir une plus grande attractivité du travail et de baisser les TMS, les troubles musculo-squelettiques. En préparant cette table ronde, je me suis quand même posé la question, c'est quoi la différence entre AGV et AMR, ces robots qu'on voit là, qui sont complètement autonomes?
Alors, effectivement, on a parlé beaucoup d'AGV, d'AMR. Ce matin, on n'a pas dit la différence, on peut faire un petit point par rapport à ça. On a donné une date, j'ai retenu, c'est 1954, j'ai écrit aussi. C'est le premier AGV robot autonome, on va dire ça comme ça, qui a été mis dans les hôpitaux. Pour notre part, notre premier robot AMR date des années 2000, un petit peu avant 2000. C'était une boîte qui s'appelle Mobile Robot, qui était un produit qui s'appelle le MT400, qui est une entreprise américaine, qui a été rachetée par ADET et ADET racheté par Omron. Donc les premiers salons qu'on faisait des journées un petit peu comme celle-ci, où nos prédécesseurs ADET le faisaient, il y avait peu de visibilité, peu de gens qui faisaient des véhicules, et qu'on faisait des salons, c'est vrai qu'on était un peu seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des véhicules autonomes, donc c'est que le marché est demandeur, et plus il y aura d'acteurs, pour ma part, plus le marché sera preneur et plus ça développera. Quand vous êtes seul sur un marché, voilà, vous êtes seul. Quand on va avoir des acteurs, les gens s'y intéressent et se développent. Donc ça, c'est déjà un point important. Après, concernant l'AMR et l'AGV, on va dire que l'AMR, c'est un petit peu une évolution de l'AGV. Donc l'AGV, aujourd'hui, n'est pas mort, hein, on continue. Mais l'AGV, on va être plutôt sur un système de guidage, donc avec une infrastructure, excusez-moi, c'est l'après-midi, avec, on va mettre, pourquoi pas, à l'époque on mettait des lignes magnétiques, ça peut être des cycles, ça peut être même autre chose. Donc on va avoir une ligne qui soit réelle ou virtuelle, et on va essayer de s'y tenir. Donc l'avantage de ce point-là, c'est qu'un AGV va être déterministe dans ses temps de transfert et va être déterministe dans ses dans son parcours. On va prendre toujours le même parcours et toujours à peu près le même temps. C'est quand il part, c'est quand il arrive, sauf s'il est arrêté. Et ça permet à ce niveau-là d'avoir aussi peut-être à la fois des charges plus importantes. L'AMR, on va être une évolution sur du SLAM. Alors le SLAM, je me suis posé la question ce matin ce que c'est que le SLAM, donc je peux vous le dire, c'est Simultaneous Localizations and Mapping. Donc ça permet de faire à travers un laser faire la cartographie. Donc on fait une cartographie de l'environnement, comme l'a fait tout à l'heure Williams, il l'a refait pour nous ici. Et après, le robot va naviguer d'une manière complètement autonome. D'ailleurs, on voit ici d'ailleurs. Et il va naviguer complètement autonome en évitant les obstacles, en évitant ce qu'on va rajouter, en évitant les personnes qui sont là autour. Donc on est sur du produit vraiment collaboratif, comme un AGV, mais encore plus collaboratif. Par rapport à ça, et c'est toujours rester encore l'humain au centre de la production. Quels sont les prérequis justement pour avoir une flotte mobile de robots comme celui-ci? Alors, on a parlé un petit peu ce matin des prérequis d'une installation. Donc déjà, il y a un point important, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent il y a un projet sur la robotique mobile, mais après, entre l'idée de vouloir le mettre et de le développer, c'est des projets en général qui sont à peu près à 1-2 ans. Donc je regarde les gens qui ont des projets et ils savent très bien de quoi je parle. Donc du coup, il y a savoir déjà recenser un petit peu les flux que vous voulez, les charges que vous voulez apporter. Une chose qu'on a parlé ce matin, c'est aussi les opérateurs, c'est par rapport à même usine, enfin 2 usines qui vont faire la même chose, suivant les opérateurs, suivant l'avis, suivant les RH, le développement du projet ne va pas être le même. Donc ça c'est très important, c'est de pouvoir un petit peu évangéliser auprès des opérateurs pour qu'ils puissent accepter cette technologie. Donc ça c'est un petit peu le besoin. Et après on va arriver sur la partie faisabilité, donc c'est-à-dire un peu plus la partie l'environnement, l'analyse de plus pousser des flux. Si on parle de flotte, on va parler de la gestion de flotte, on va parler forcément de communication, donc on va parler de Wi-Fi, on va parler de remontée d'informations, etc. Donc c'est d'avoir un petit peu cet environnement-là. Et puis aussi la partie budgétaire, ça c'est important, c'est de savoir estimer si voilà, c'est un projet par rapport au budget qu'ont alloué votre direction, vos investisseurs, savoir est-ce que c'est réalisable. Et puis après, on va nous travailler, et ce que disait Vincent en préambule, on va travailler avec des partenaires intégrateurs. Genre, nous à Omron, on fait des produits, on fait l'accompagnement, on en parle un petit peu tout à l'heure avec comment on accompagne les clients, mais on ne fait pas l'intégration. Notre métier va s'arrêter sur le support, sur différents outils, mais pas l'intégration. Alors avant de passer la parole à Serge Pitois d'Objetech, qu'est-ce que vous proposez sur le marché, rapidement? En termes de en termes justement de flotte, d'accompagnement, de projet, Oui. Alors aujourd'hui, ce qu'on propose effectivement sur cette partie-là, donc je vous parlais effectivement bien sûr des produits, donc l'évolution des produits, donc juste
juste en deux mots, on a ce modèle-ci, on a un modèle qui fait 250, on a le modèle 1,5 tonne, on a des modèles qui arrivent aussi intermédiaires. Donc on a une gamme qui est assez large, d'ailleurs on l'a voyé tout à l'heure tourner, si on s'arrête effectivement sur ce slide, on retrouve un petit peu la gamme des produits. Alors nous, on se positionne effectivement sur la brique, sur les briques technologiques. Après, ce sont quelques exemples de top qu'on fabriqué à nos partenaires. Donc ils ont des top catalogues où après on travaille sur des spécifiques. Parce que j'imagine, il y a des outils concernant la simulation, sur le ROI, etc. Alors après, nous, je parlais effectivement d'intégrateurs. Après, on a nos propres outils qui permettent effectivement d'aider des intégrateurs, qui sont des outils d'estimation de flotte, de simulation de flotte. Donc là, on va lancer des serveurs pour voir, effectivement, on en parle encore ce matin, savoir est-ce qu'il faut 2, 3, 4 robots. Après, on n'est pas obligé de commencer avec 4 robots, on peut très bien commencer avec 1 ou 2 robots. Ça, c'est l'avantage de la robotique mobile et du véhicule, du véhicule collaboratif. C'est qu'on va continuer de travailler avec l'humain, donc on va monter un petit peu en puissance. Donc on a cette partie-là, on a la partie location, c'est louer des robots. Donc louer des robots 2-3 semaines uniquement pour habituer les opérateurs à avoir ce produit dans leur environnement. Ou après on peut faire du leasing longue durée sur des projets, c'est autre chose. Et puis on a, très important, c'est qu'on a des supports des ingénieurs d'application. Donc là je me tourne vers Williams. Donc on a des gens qui sont localement pour ces produits-là, et après on a des équipes plus spécifiques, donc Annecy, pour faire de l'aide sur des projets très spécifiques avec des intégrateurs. Et après, on a la partie R&D, sachant qu'à Annecy, on a le centre de compétences robotique mobile Europe. Donc, alors c'est vrai qu'à Annecy, c'est pas à côté, mais en avion, ça se fait bien. Et donc, parce que je suis un peu de là-bas. Et donc, pour le coup, on vous invite sans problème à venir nous voir, et on sera volontiers sur Annecy, au centre de compétences de robotique mobile pour l'Europe. Et c'est aussi le centre robotique France aussi pour la robotique. Ouais, c'est pas tout d'intégrer, les supports sont importants. Effectivement, est-ce que vous travaillez ensemble, vous vous connaissez entre LGTech et Omron, vous collaborez ou pas? Alors on se connaît, moi directement non, mais l'équipe de Nantes connaît LGTech. Sur cette gamme de produits, non, pas encore, mais peut-être demain, j'espère. Ça, on verra bien. C'est vrai que le métier de MGTech, en fait, c'est d'apporter des solutions complètes. Et dans ces solutions complètes, il n'est pas rare qu'on intègre en fait des procédés, en fait, on intègre des équipements, et on intègre déjà d'autres matériels Omron, pas les robots mobiles effectivement, mais énormément d'autres matériels Omron, tels que par exemple des robots collaboratifs. Et on verra de quoi l'avenir est fait. Bon, les contrats sont prêts. Bon, on va négocier, il y a un truc qui se passe. Je plaisante, bien sûr. Non, mais ce qui est important, pourquoi on voulait avoir Omron et MGTech? Parce que vous, effectivement, vous avez cette flotte mobile, vous êtes la brique, et puis MGTech, vous êtes constructeur d'équipements pour l'industrie, et particulièrement de fin de ligne de conditionnement. Et c'est aussi là-dessus, parce qu'on en parlait juste avant de cette table ronde, c'est Serge, vous le disiez parfaitement, je dis, vous êtes au départ, et puis nous, on est plutôt sur la fin. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord MGTech? Oui, je vais présenter MGTech juste en quelques chiffres, parce que ce matin, lors du pitch, on l'a déjà fait, et je pense que ça va être redondant pour beaucoup d'entre vous. Mais il est important de savoir que MGTech, en fait, c'est une PME française qui a été créée il y a 18 ans, donc en 2004, et qui compte aujourd'hui 200 collaborateurs. Donc on n'est pas du tout dans la même cour que Omron, ça c'est clair, mais on est extrêmement fiers d'être français, et on est implanté localement d'ailleurs, puisqu'on a 3 sites dans le Grand Ouest, un juste à côté d'ici, entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon, un à côté de Angers et un à côté de Rennes. On est aujourd'hui 200 collaborateurs et on réalise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires est fait à 80% en France et aujourd'hui à 15% à l'export. Et ces 15%, en fait, ça correspond à une grande partie l'Europe et l'autre grande partie les États-Unis et le Canada. Très bien. Et on ouvre en ce moment une filiale justement au Canada pour apporter le service en fait, attendu par nos clients outre-Atlantique. Parfait. En préparant cette émission, pardon, c'est un lapsus, désolé, lapsus d'animateur. En préparant cette table ronde, vous me disiez que vous aviez une vision un peu différente d'Omron, mais complémentaire. Expliquez-nous. En fait, la vision, elle est complémentaire, c'est tout simplement parce que, alors déjà, on va dire qu'on est tout à fait d'accord pour dire qu'on s'entend bien sur la robotique mobile. On est tout à fait OK pour dire que la robotique mobile en intralogistique, on n'y voit que du plus, en fait, pour l'organisation, pour le lean, pour la sécurité, etc. La différence vient du fait, et simplement du fait, qu'on n'a pas le même métier. Et c'est ce que l'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Omron est fournisseur d'équipements,
et MGTech va être fournisseur de solutions complètes pour nos clients. Et à partir de là, bien évidemment, il y a une différence, c'est tout. Mais complémentaire, malgré tout. Vous voulez peut-être rebondir, Denis? Non, je voulais juste rebondir sur, parce qu'on a fait rapidement justement pour montrer un petit peu la différence sur le slide d'avant, voilà, donc c'est quelle vidéo source pour revenir en arrière, je pense que si on revient en avant après les vidéos, voilà. Donc c'est quelques applications qu'on peut trouver sur des différents réseaux. Voilà, donc ce qui est important, c'est que nous on fait la brique, mais à la finalité, pour ce que j'ai besoin, c'est la solution complète. Et c'est très important, le lien, enfin ce qu'on appelle chez nous un petit peu le triangle magique, c'est entre l'intégrateur, le client final et nous, c'est comment on construit cet ensemble-là avec les outils de l'intégrateur et nos outils. Serge? Oui, je vais rapporter justement une toute petite précision sur le fait qu'on a dit que MGTech était apporteur de solutions. Je pense qu'il est intéressant de redécrire un tout petit peu le métier de MGTech. Pourquoi? Parce que ça va aussi éclairer sur pourquoi et quelle vision a MGTech en fait, dans le domaine de la robotique mobile. Parce qu'effectivement, la vision de MGTech est complètement liée à son métier. Et c'est une vision qui va être certainement un peu moins large que la vision que peut avoir Omron, par exemple, parce que Omron va être plus généraliste, en fait, et nous, on va être plus spécialiste, donc plus en profondeur sur un domaine. D'accord. Et c'est quoi votre valeur ajoutée? Et en fait, ce métier, je vais en parler un tout petit peu, en fait, c'est le métier de la fin de ligne, en fait. Et le métier de la fin de ligne, en fait, c'est un métier qui commence à partir du moment où le produit est préemballé. Exemple, quand le yaourt est dans le pot, ou quand le dentifrice est dans le tube, en fait, si on veut se simplifier. Et lorsqu'on a justement notre pot de yaourt, notre tube de dentifrice, on va justement l'habiller et l'emmener jusqu'à l'entrée du magasin. Et c'est ça qui va faire en fait le métier de MGTech. Et dans ce métier, il y a 3 blocs en fait. Le premier, c'est transformer ce produit en fait en unité de vente. Et l'unité de vente, c'est quoi? C'est qu'un yaourt, ça ne se vend pas forcément tout seul. Ça peut se vendre par 2, par 4, par 8, par 12, etc. Et on va donc les regrouper avec, par exemple, un cluster. Le dentifrice, peut-être que si on le met tout seul dans le magasin comme ça, il ne va pas se vendre. Et donc on va le mettre dans un étui pour pouvoir mieux communiquer. C'est ce qu'on appelle transformer donc, le produit préemballé en unité de vente. Et ça, c'est le suremballage. Donc c'est des étuyeuses, etc. La deuxième partie, c'est une fois que j'ai transformé en unité de vente, c'est comment je fais en fait pour le transporter. Et en fait, si je vois le magasin, le distributeur, il ne va pas acheter un tube de dentifrice. Il ne va pas acheter un pack de yaourt. Il va en acheter une unité de vente, ce qu'on appelle un PCB. Et donc tout ça, pour faire ça, on met ces unités de vente dans des caisses, en fait, des unités de regroupement. Et enfin, la troisième partie, le troisième bloc, c'est ces caisses. Pour les faire véhiculer dans des camions, je ne peux pas les mettre toutes seules. Je dois effectivement les ranger sur des palettes. Et donc la troisième partie du métier d'MGTech, c'est de mettre ces produits sur des palettes avec des robots. C'est la palettisation robotisée. C'est la palettisation robotisée. Et on va se dire, mais l'intralogistique, c'est quoi là-dedans? Exactement, c'était ma question. L'intralogistique, c'est quoi là-dedans? L'intralogistique, en fait, ça va être toutes les liaisons qu'il va y avoir entre les différentes étapes. Par exemple, mon produit, mon pack de yaourt, il va bien falloir le véhiculer entre l'endroit où je vais le fabriquer et la caisse et la palette. Et tout ça, je vais le véhiculer, par exemple, soit avec des convoyeurs. C'est aussi une fabrication de MGTech, en fait. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle ça va être une navigation simple et physique. Et à côté, il va falloir alimenter toutes ces machines avec des produits entrants. Et c'est ce qu'on appelle l'alimentation de bord de ligne. Alors c'est quoi les produits entrants? Je vais prendre un autre exemple cette fois-ci, une ligne de fabrication de parfums. Elle est composée de plusieurs machines, et toutes ces machines, en fait, il faut les alimenter en composants, avec des flacons, des pompes, des capots, des étiquettes, des étuis, des caisses, etc. Et en fait, toute cette alimentation de bord de ligne, en fait, on doit amener les produits au bon moment dans les machines. Si on ne l'amène pas au bon moment, eh bien l'ensemble va s'arrêter. Si on l'amène trop vite, il va y avoir un encombrement sur le bord de la ligne. Toutes ces opérations ont été faites beaucoup manuellement jusqu'à présent. L'arrivée de la robotique mobile permet d'alimenter en direct, en fait, et au bon moment, ces machines de façon mécanisée. Alors, on parle de piloter la performance de son intralogistique. Comment est-ce qu'on gère l'interface justement? Parce que là, vous avez décrit tout le chemin et tous les métiers associés donc, à MGTech, et je vais aussi me tourner vers Williams. Comment est-ce qu'on gère l'interface en termes de communication des intégrateurs et des ERP des clients? Comment ça se passe? Le pilotage? Alors,
comme Denis le disait, pour nous, on va juste livrer les briques qui vont nous permettre de faire cette interface. Donc, au niveau de notre entreprise manager, qui est le gestionnaire de flotte, on va permettre de la communication avec des outils tels que SQL, RESTful, qui eux vont être sur demande, donc qui vont permettre de faire un lien avec une base de données. Et on va utiliser aussi RabbitMQ pour tout ce qui est monitoring, donc pouvoir voir en fait sur un temps de cycle défini. Donc voilà, nous en fait on va livrer ces outils-là. L'intégrateur devra faire l'interface avec le RP ou le WMS du client. C'est pas nous qui ferons cette partie-là, puisque en fait il y a énormément de logiciels possibles. Donc il faut qu'il y ait des équipes d'IT qui fassent cette partie-là. Alors comment est-ce que du côté d'FGTech ça se passe? Alors quand vous êtes intégrateur, en termes de performance, ce qui m'intéresse sont les KPI. On en a parlé ce matin avec Wesco et Scalog. En fait, là on arrive à la valeur ajoutée que va avoir MGTech. Exactement, c'est ça. En fait, la valeur ajoutée de MGTech, c'est de parfaitement connaître ce milieu de la fin de ligne et ce que vont attendre en fait les clients et les industriels en fait dans ce domaine de la fin de ligne. Et lorsqu'on connaît parfaitement ce qu'ils attendent, il est assez facile en fait d'en sortir les KPI associés. Et lorsqu'on est dans le domaine de la fin de ligne, on est bien d'accord que la robotique mobile c'est fait pour alimenter les bords de ligne et c'est fait pour évacuer ce qui sort de la ligne et l'emmener jusqu'au magasin. À partir du moment où on regarde ça et qu'on connaît les clients, les KPI, il y en a 4. Le premier, en fait, il est lié au délai. C'est est-ce que je suis capable d'amener ou est-ce que j'amène au bon moment le produit sur la bonne machine? Ouais, très bien. Est-ce que, au bon moment, lorsque ma palette de produits est pleine, je vais être capable de l'emmener dans mon magasin pour éviter de saturer la ligne et d'encombrer, de faire un bouchon, en fait. Le deuxième KPI, il porte sur la qualité. C'est-à-dire qu'il n'est pas le tout d'amener le composant sur la machine, encore faut-il que ce soit le bon composant. Et donc, il n'y a rien de pire dans une ligne de fabrication que d'avoir le mauvais rouleau d'étiquette, parce qu'on a amené automatiquement le mauvais rouleau sur la machine, et il y a tout à refaire. Exactement. Enfin, le troisième KPI porte sur la sécurité. C'est-à-dire qu'un des points extrêmement importants et sur lesquels sont attachés tous les industriels aujourd'hui, c'est la sécurité des hommes au travail. C'est un des points, je dirais que l'on met généralement toujours en numéro 1. J'aurais pu commencer par celui-là. Et aujourd'hui, la robotique mobile permet d'enlever tout un certain nombre de manipulations manuelles dans l'entreprise qui peuvent être faites soit par des chariots élévateurs, soit par des transpalettes manuelles. Et à partir du moment où on y met un chariot élévateur, par exemple, avec potentiellement des fourches, des objets dangereux, piloté par un homme qui potentiellement peut faire une erreur, eh bien, on génère plus d'accidents de travail que lorsque nous sommes en robotique mobile avec des systèmes de détection automatique. Alors, ce qui est intéressant, et on le voit à la télé, c'est le bon HEV associé au bon métier. Et ça, et je me tourne aussi vers Omron concernant la flotte mobile. Justement, quels sont alors on a parlé des prérequis, mais les questions qui vous sont posées lorsque vous recevez un client et qui vous dit voilà, moi j'ai besoin de piloter ma performance pour mon intralogistique, j'ai besoin d'avoir une flotte mobile, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc aujourd'hui, pour revenir effectivement sur la partie flotte, qui est un point très important sur Omron, c'est qu'il y a deux principes aujourd'hui. Pendant longtemps, on a vendu la robotique mobile, c'était un peu pour les gens qui voulaient effectivement, bitreach, technologique, avoir un robot, etc. Donc avec du chargement manuel, on a eu beaucoup de demandes comme ça. Maintenant, 80% des applications et des robots, comme tout à l'heure, vous voyez sur MGTech, il faut mettre le bon robot avec le bon top dessus par rapport à la bonne application. Et c'est ça qu'MGTech effectivement fait très, très sensible à ça. Et donc nous, on est sensible aussi à nos intégrateurs qui ne sont pas encore MGTech, peut-être demain. Donc c'est sensible à ça, c'est quel est le bon environnement. Et ça peut être aussi même derrière, puisque tout à l'heure Serge parlait de fin de ligne, donc forcément il y a la palettisation fixe aussi pour charger des chargements d'un robot et d'une machine. Donc ça c'est un ensemble complet, on ne parle pas que de la robotique mobile, on parle de logistique flexible. Après pour le dire sur la robotique mobile, on va parler de gestion de flotte. Et là, il y a un slide qui est intéressant qui reprend un petit peu tout ce qui peut apporter la gestion de flotte. Et c'est là où Omron a vraiment une valeur ajoutée par rapport à ça. C'est l'outil, donc l'entreprise manager, qui va permettre de gérer les différents jobs, gérer aussi des flottes hybrides, c'est-à-dire peut-être le même robot, la même base va avoir un top différent par rapport à la fonction qu'il va avoir faire. Gérer aussi la gestion des batteries, les mises à jour soft des robots, s'il y a une mise à jour qui est faite
automatiquement vous le mettez dans le M et il l'envoie au robot. Donc c'est vraiment une chose qui est très importante, c'est la partie gestion de flotte. Et puis après, il y a la remontée d'informations, on voit ici, donc tout ce qui est remonté, ce qui expliquait un petit peu William, c'est la remontée d'informations sur les WMS et tout. Et donc les KPI en lien avec aussi les WMS, les ERP des clients. On parle de pilotage agile. Qu'est-ce qu'on entend déjà par pilotage agile et quels sont les outils de supervision de ce pilotage? En fait, la difficulté que l'on a lorsque l'on a un projet d'AGV, qui est composé effectivement du bon AGV avec le bon métier, comme on a dit tout à l'heure, après on va y mettre le bon logiciel et la bonne interface de communication avec le client. Et c'est ça qui est l'élément en fait, le plus distinctif et qui permet en fait de devenir agile. Pourquoi? Parce que chaque client est différent. Chaque client a une organisation différente. Et dès qu'on va commencer à y mettre une interface de dialogue, en fait, on va commencer à toucher à l'organisationnel même du client. Et tous les clients n'y sont pas forcément prêts. Tous les clients ne veulent même pas qu'on touche forcément directement à leur ERP. Et donc c'est là qu'il va falloir être capable d'apporter une petite couche spécifique et sur mesure, en dialogue justement avec le client, qui peut aller du système complètement automatique, où on va être en lien avec le ERP. Le ERP va nous donner les besoins, on va en déduire les missions et l'envoyer au robot mobile. Mais parfois, certains clients et certaines organisations ne permettent pas, d'une façon simple, de toucher à l'ERP. Exemple, lorsque vous avez un ERP Oracle, c'est pas le premier venu qui va commencer à taper dans les bases pour être capable de faire des missions. Et donc dans ce cas-là, certains clients veulent que le système soit complètement en dehors de l'ERP et on est capable d'équiper, par exemple, les différentes machines d'une ligne de capteurs. Très bien. Et on parle bien sûr de fin de ligne, donc d'approvisionnement bord de ligne. On va les équiper de capteurs et en fonction de l'état de chacun de ces capteurs, on va donc remonter des besoins et en fonction de la remontée des besoins, on va créer des missions. Et ça, on le fait directement dans le logiciel qui gère les AGV. Williams, concernant justement le choix des applications, comment ça se passe? Est-ce que vous faites de la simulation avec les clients? Revenez avec nous, Williams. Je sais pas quel mot vous a fait partir ailleurs, mais revenez avec nous. Il y a un S auprès de nous en fait, on est plusieurs là-dedans. C'est un bordel. Pardon. Donc, oui, on fait de la simulation. Donc, on a plusieurs possibilités en fait. Soit on a notre Enterprise Manager, qui est notre gestionnaire de flotte, sur lequel on va pouvoir simuler une flotte entière. Donc, on va récupérer l'environnement client, on récupère les travaux à faire, et on va faire simuler le système, donc pour savoir combien il faut d'AIV, en combien de temps on va pouvoir faire les jobs, combien de temps on a pour pouvoir aller se recharger, puisqu'il faut le prendre en compte. Donc on va pouvoir simuler toute cette partie-là. Ensuite, on a une deuxième partie donc, qui permet de cadencer, en fait, puisque soit on va être en communication avec une base de données client, soit on doit juste générer un flux au niveau machine, ou on doit prendre une pièce à un endroit pour l'amener à une autre. Et dans ce cas-là, en fait, c'est relativement autonome. On va juste mettre un automate externe qui va récupérer l'état des entrées-sorties et qui enverra au gestionnaire de flotte les ordres pour dire il faut aller prendre telle pièce et la poser. Donc cette partie-là peut être aussi simulée avec la gestion automatisée. C'est vraiment très complet. C'est pour ça que je disais que vous avez des visions différentes, mais vous êtes quand même complémentaires. C'est vrai, on peut se dire. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, on s'était donné environ 40 minutes. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui. Attendez, je vous attends du coup. Bougez pas. Pas plus simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de sécurité pour les humains, mais est-ce qu'il y a aussi la cybersécurité qui est prise en compte dans le système total? Alors, on ne parle pas de cybersécurité à ce moment-là, parce que lorsque un robot mobile se déplace, en fait, il y a à l'intérieur de lui un contrôleur de sécurité qui est en dur et directement sur la base mobile, en fait. La base mobile, d'ailleurs, le robot qui se déplace dans les allées là, est équipé de LIDAR, en fait. Et ce LIDAR, en fait, est, alors je ne connais pas assez système mais je suis à peu près sûr, certainement directement relié à un automate de sécurité qui est capable de stopper complètement l'équipement si quelqu'un s'approche. Williams?
Oui, pour répondre au niveau cybersécurité, donc vraiment informatique, donc là on parlait de la partie collaborative, donc la sécurité humaine. Si on veut la sécurité donc informatique, tout ce qui est communication va être sécurisé derrière. Donc on a les protocoles classiques Wi-Fi de sécurité. Nous on a été validé au niveau Banque de France, sauf erreur. On n'a pas réussi à sortir des SEBI, ça n'a pas marché. Donc voilà, on a aussi cette sécurité-là. Quand on va utiliser justement les protocoles donc, du Rescue, du SQL, on va être sur de la sécurité derrière, donc c'est UTLS je crois, je ne sais plus exactement le protocole. Non, du SSL, pardon, donc un encodage spécifique derrière, donc on a quand même cet aspect cybersécurité derrière. Après, je ne sais pas si ça répond à la question ou si c'était le but. Ok. Serge, vous voulez compléter la réponse? La réponse, elle est plus technique que ce que j'aurais donné, donc elle est parfaite. Pour expliquer ce qu'il dit, on a... Attendez, bougez pas. Vous avez le micro. Vous avez une remarque à faire avec plaisir. Pour ouvrir plus large que la production, parce que quand on parle de stock, après, c'est là où la cyber intervient de manière plus importante, parce que quand on se fait attaquer, on perd une journée de stock sur des stocks qui sont vivants, on va dire, ou même une minute peut affecter un stock de 30-40 000 palettes. On peut commencer à imaginer le dégât que ça peut faire. Donc c'est la sécurisation plutôt des bases de données et les fonctionnements des stocks qui sont importants que des choses qui sont un peu plus isolées au niveau de la production. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que Denis, vous voulez réagir? Juste pour réagir par rapport à ça, effectivement, on parlait de la Banque de France. Moi, je suis rentré dedans, mais je ne peux pas sortir ce billet. Mais nos robots ont porté pas mal de billets. Et donc, du coup, il y a eux, ils différencient effectivement la sécurité et la sûreté qui est encore un autre niveau dessus. Mais après, chaque application est différente. Et je vais rebondir sur une chose, et une question ce matin sur les ROI. Je vais peut-être dire rapidement tout à l'heure, effectivement, on a un outil qui permet de faire ce type de calcul de ROI. Alors, c'est pas écrit, c'est pas en bas le calcul, hein, mais il permet de se poser des bonnes questions sur qu'est-ce qu'économise, entre guillemets, leur robotique mobile. Donc, on va mettre des personnes ailleurs et faire autre chose. Et qu'est-ce que ça va, les coûts supplémentaires sur la robotique mobile, forcément, qui sont des contrats de maintenance. Donc, effectivement, on propose des contrats de service européens par rapport à ça, parce que c'est de la mécanique, donc il y a forcément, comme les robots, des contrats de service. Et donc, du coup, ça permet de se poser des bonnes questions. Mais après, au-delà du ROI, et encore une fois, ça a été dit ce matin, c'est le fait de faire une vitrine, d'avoir de la robotique mobile, des fois, c'est une vitrine aussi pour les clients qui viennent voir ce type de technologie. Donc, moi, pour avoir fait plusieurs applications, effectivement, sur Lyon, il y a un client qui a fait un industriel, qui s'appelle Samsung, on peut le dire, qui a fait la robotique mobile, ils en ont mis un, ils vont mettre un deuxième, un troisième. Et donc, du coup, ce client-là, ils avaient un stagiaire, et ce stagiaire est resté dans l'entreprise parce que ça lui a apporté quelque chose en termes de travail et vraiment d'intérêt pour le travail. Donc ça, c'est pas vraiment facile à mettre dans un calcul de ROI. Et puis à l'inverse, on a fait d'autres applications où carrément le directeur technique a pris la main sur le logiciel qui s'appelle Mobile Planner, qui permet de faire les cartes. Et puis on a fait d'autres applications, c'est à la caisse d'assurance maladie, donc du coup, je peux le citer aussi, donc c'était une catastrophe. Parce que les opérateurs ont refusé la robotique mobile, ils ont coincé le robot pendant qu'on faisait la journée de faisabilité. C'était la carte, excusez-moi, je me suis trompé d'administration. Et donc ils bloquaient les robots. Et donc du coup, ça a été une catastrophe, on a arrêté le système. Donc voilà, il y a cette acceptation qu'on l'a dit plusieurs fois. On en a parlé avec Arnaud tout à l'heure, ce matin. Pour expliquer un peu ça. Serge? Je dirais dans le calcul du ROI, il y a une chose aussi qui est très difficile à prendre en compte. Pour compléter ce que vous avez dit, c'est en fait l'aspect augmentation de la qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on met des robots mobiles, on mécanise l'ensemble, on arrive à avoir un taux d'erreur en fait qui est bien inférieur à la réalisation manuelle. Je pense que ce matin, on a entendu un exposé sur Scalog avec de la préparation de commandes, et il est clair qu'avec le système de préparation de commandes et le Pick to Light, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, effectivement, on diminue le risque d'erreur de colisage et clairement, ça apporte une qualité encore supplémentaire et qui est difficile à intégrer dans le ROI primaire en fait. Alors, il est important de préciser quand même que lorsqu'on parle de KPI, de ROI, donc on a la flotte mobile, on a l'intégration, on a les applications, mais in fine, c'est le client qui doit gérer, qui doit piloter sa performance. On leur envoie des informations, on parle de la data, mais c'est à lui de gérer donc, cette masse de données. Et après, est-ce que vous intervenez en backup?
pour justement dire attention, là vous pourriez être plus performant, là vous pourriez peut-être vous améliorer sur telle ligne. Comment ça se passe? Alors, on a cette possibilité d'intervenir en backup parce que en fait, les équipements que l'on fournit sont connectés et on a aujourd'hui un logiciel in-use, une plateforme en fait, qui nous permet en fait, de remonter des données et si le client le souhaite, on a accès donc à toutes ces données, on les analyse et on est capable de lui redescendre des préconisations qui vont de la simple formation à un changement en fait d'usage. Ok. Denis? Alors nous, réellement, non, on n'intervient pas parce que nous, c'est zéro de l'intégrateur. De l'intégrateur, bien sûr. Ce genre de choses. Est-ce que lorsqu'on pense pilotage de la performance, on doit d'abord penser, la première chose lorsqu'on a sa flotte mobile, on a un souci à Morin, est-ce qu'on doit d'abord penser ROI? Est-ce que c'est pas le premier levier avant de se dire, ok, je vais utiliser une flotte mobile, je vais utiliser des AMR, je veux être performant dans mon intralogistique, comment est-ce qu'on doit penser ROI de base? En fait, on a deux solutions. C'est soit on est extrêmement attaché au ROI, ou soit on est plutôt dans les philosophies qu'a décrit Omron tout à l'heure, qui est de dire j'ai besoin de franchir ce pas technologique pour être capable d'être prêt demain au suivant. Il faut savoir que la robotique mobile, la robotique collaborative, en fait, c'est des choses qui en sont au tout début. On commence à associer les deux, c'est-à-dire de mettre un robot collaboratif sur un robot mobile, et ce n'est pas fini, on va faire travailler les deux en même temps demain, etc. Et en fait, plus on a raté de marche de l'escalier au départ, et plus la marche à franchir, et plus le ticket d'entrée demain pour y aller sera haut. Et plusieurs entreprises, en fait, doivent se poser cette question-là, c'est est-ce qu'il ne faut pas dès maintenant commencer à monter les premières marches pour être capable de monter tout l'escalier demain. Merci à nos invités, merci beaucoup donc à Denis Baron, William Führer et Serge Piton. On peut vous applaudir très fort. Merci en tout cas pour ces retours d'expérience.